Bonjour, merci pour votre présence. Vous êtes nombreux, c'est sympa. Merci au Salon de la Plongée de m'avoir invité pour faire cette conférence sur l'apnée et la respiration. Avec le titre que j'ai choisi pour cette conférence, un peu particulier, qui est « Comment respirer en apnée ». Je vous expliquerai dans un petit instant pourquoi ce choix que je dois assumer. Et bien sûr, on va parler de la respiration avant l'apnée, pendant l'apnée, et il y a quelques notions importantes qui sont aussi à connaître après l'apnée. Qu'est-ce qui se passe au niveau respiration après l'apnée? Ces notions elles sont importantes pour l'organisation de nos séances en apnée, vous allez voir. Et j'ai voulu parler de la respiration sous 4 approches. La première approche, ça va être l'approche plutôt traditionnelle, l'approche physiologique, pour comprendre quels sont les mécanismes et quelle est la chimie qui opère dans notre corps lorsque l'on respire. On verra une deuxième approche qui est l'approche neuroscientifique pour arriver à comprendre ce qui se passe et la liaison entre le système nerveux et la respiration. Et on verra aussi le résultat d'études neuroscientifiques sur le fait de prendre conscience de notre ventilation. On verra ensuite une approche plutôt philosophique ou psychologique pour comprendre comment le mental est lié à notre respiration. Et je vais vous faire participer en fait tout au long de la séance. Je ne vais pas vous faire retenir le souffle, mais je vais vous faire respirer. Voilà. On va parler d'apnée, mais ça va être plutôt le travail de la respiration que je vais vous faire aujourd'hui. Et la dernière approche, qui est l'approche spirituelle. On va voir dans cette approche qu'on peut porter notre attention différemment. Au lieu d'avoir une vision qui soit plutôt extérieure, ça va être une vision plutôt intérieure et qui va être sur une visualisation des énergies qui circulent dans notre corps. Voilà, on va toucher à ça. Et ensuite, on fera une petite synthèse, une petite récapitulatif pour répondre à la question comment respirer avant l'apnée. Je vais vous donner beaucoup d'ingrédients, beaucoup de billes pour que vous puissiez faire des séances de respiration et utiliser une respiration qui vous correspond juste avant vos départs en apnée. Mais je n'ai pas de recette toute faite. Je vous donne plein d'ingrédients et après, c'est à vous de faire votre propre recette. Okay. Il faut que je me présente. Donc, je m'appelle Frédéric Signon. Je suis instructeur régional d'apnée. Je suis président de la commission apnée du Var. Et j'ai fondé, il y a 12 ans, avec Espace Mer, une école d'apnée qui s'appelle Espace Apnée. Donc je suis professionnel et mon métier c'est d'enseigner l'apnée en mer, l'apnée verticale, aux débutants et aux plongeurs plus confirmés. Ça réveille. Alors, comment respirer en apnée? Je ne sais pas comment m'est venue cette idée-là. D'un seul coup, c'est venu dans ma tête. Tiens, si j'appelais cette conférence apnée et respiration, bon, c'est un peu banal. Et je me suis dit, comment respirer en apnée? Est-ce que ça a du sens d'appeler ça comme ça? Ou est-ce que je suis fou? Alors, j'ai regardé la définition dans le Petit Robert. Ils appellent ça suspension momentanée de la respiration. Donc, pour l'instant, le Petit Robert dit que je suis fou. Apparemment, lorsqu'on est en apnée, on n'a plus de respiration, d'après le Petit Robert. Alors je suis allé voir un peu plus loin, je suis allé voir le Larousse. Il dit que c'est un arrêt de la respiration de durée variable, sans arrêt cardiaque. Alors si on positive un peu plus cette phrase-là, se dire qu'on a une activité cardiaque pendant qu'on est en apnée, c'est plutôt rassurant, mais ça ne me sort pas encore de mon mauvaise histoire. Et Wikipédia dit l'apnée est l'arrêt de la ventilation. Ah déjà, on dissocie respiration et ventilation, ça commence à correspondre un petit peu plus avec mes idées. Alors on va commencer par la partie physiologique. Alors une définition, la respiration est un processus biologique par lequel les organismes vivants absorbent de l'oxygène de leur environnement et rejettent du dioxyde de carbone, que j'appellerai CO2, tout le reste de la conférence. Chez les humains, ce processus se déroule principalement dans les poumons, où les échanges gazeux entre l'air et le sang permettent de fournir de l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules. Schématiquement, ça se résume en
4 processus. Le premier processus, qui est cette mécanique ventilatoire. D'accord, on voit d'ailleurs le diaphragme. À gauche, il est en position de repos d'ailleurs, ou contracté. J'espère que tout le monde sait qu'à gauche, lorsqu'il est vers le haut, le diaphragme il est au repos. Et quand je le contracte, il s'abaisse. Voilà, donc on a cette partie mécanique. Ensuite, le deuxième processus va être la diffusion des échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, avec le O2 qui va rentrer dans le sang et puis le CO2 qui va pouvoir en ressortir. Le troisième processus, puisqu'on a une activité cardiaque, dans la définition que tout à l'heure, oui, effectivement, le cœur y bat, et ce nouvel oxygène qui arrive des poumons, le cœur va le renvoyer aux différents organes, le cerveau, les différents organes, les muscles. Et donc, au bout de tous ces tissus, on a les cellules, et donc l'oxygène va être capté, et il va y avoir un déchet qui va ressortir, qui est le CO2. Donc finalement, est-ce que je respire quand je suis en apnée? Le processus 4, il marche, oui. Le processus 3, il marche, oui. Le processus 2, il marche, oui. Le processus 1, là je suis d'accord, ça ne marche pas trop. Il n'y a plus la mécanique ventilatoire. Cependant, on a quand même ici toute une zone tampon, notre capacité pulmonaire, qui est notre réserve et que l'on va pouvoir, bien évidemment, utiliser. Alors, l'évolution, on va se concentrer du coup sur l'évolution des gaz, avec l'O2 qui est représenté en rouge, le CO2 qui est représenté en bleu. Ici, je commence mon apnée. Et si je veux faire une apnée qui soit longue, si je dois résumer de façon très simple, il faut que je fasse en sorte que je consomme l'oxygène le plus lentement possible. On va voir comment. On peut s'aider de la respiration au préalable pour ça. À chaque fois que je consomme de l'oxygène, je fabrique du CO2. Et on va dire que le stimuli le plus important de l'envie de respirer, ça va être ce CO2. Donc au fur et à mesure que l'apnée évolue, sur la fin ça devient un petit peu dur, j'ai cette envie de respirer qui est très très fort, parce que j'ai mes capteurs qui voient l'augmentation du CO2, et puis ici mon apnée se termine. C'est une apnée très classique, comme on en fait à chaque fois. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui se passe maintenant, lorsque je sors de l'apnée. Je sors de l'apnée, déjà je réinspire. En une seule inspiration, j'ai déjà la moitié de mon énergie en oxygène, enfin, qui va pouvoir être utilisée en énergie, qui est dans mes poumons. Donc je pourrais déjà repartir très rapidement avec une seule inspiration, pour faire déjà une autre apnée. En fait, on se réoxygène très très rapidement, d'accord? Il suffit de prendre une saturation, on voit, en 30 secondes, on est parfaitement, enfin quasiment complètement oxygéné. Par contre, c'était très intéressant les travaux qu'avait fait Natalia Mochanova, qui avait fait des expériences sur son fils qui montraient que le CO2, par contre, il mettait beaucoup de temps à redescendre à des niveaux normaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je repars ici, peu de temps après mon apnée, et je refais une autre apnée, on le sait, je vais durer moins longtemps si j'ai passé beaucoup moins de temps à me préparer en surface. Mais parce que je suis protégé par mon CO2. D'accord? Bon, là je vous apprends rien, que si je prends moins de temps, mon apnée va être moins longue, mais ça veut dire que je suis protégé par ce CO2. C'est-à-dire que je suis dans une apnée de type hypercapnique. Donc quand on entend dire « Ah mon chéri, respire bien, prends ton temps avant de repartir en apnée », c'est pas une sécurité, c'est le contraire. Plus j'ai des intervalles surface courts, moins il y a de risques, parce que je suis dans des apnées de type hypercapnique. Plus au contraire, je vais prendre 5 minutes, je vais ventiler tranquillement là, je ne m'oxygène pas plus, hein. Si j'attends 5 minutes avant de faire ma prochaine inspiration, je vais simplement abaisser davantage mon CO2 et donc avoir mon réflexe inspiratoire qui va être plus tard. Vous le savez bien, on entend souvent dire il ne faut pas faire d'hyperventilation parce que l'hyperventilation c'est dangereux. L'explication est que lorsque je m'hyperventile, donc l'hyperventilation consiste à faire des ventilations rapides et profondes, je ne peux pas m'oxygéner ou vraiment quasiment peu. Là si je prends ma SAT, elle est à 96 ou 98%, je ne peux pas la faire monter beaucoup au-delà. Et la seule action chimique que ça fait, de faire de l'hyperventilation, c'est que ça baisse le CO2.
Je fais malade à Alain Forêt, mais qui était pris déjà dans les bouquins de Philippe Moll, je pense que vous le connaissez. Et donc forcément, si je pars avec le CO2 qui est plus abaissé, j'ai envie de respirer qui arrive plus tard, et ça peut arriver avant, après mon seuil hypoxique. Alors, je vais rester là-dessus. Qui est-ce qui a... Donc, on entend bien hein, que faire de l'hyperventilation, c'est dangereux. Et autre petite précision, parce qu'on peut se dire, oui, mais moi, d'un point de vue performance, je suis quand même motivé. Le risque, je l'accepte. Je vais faire de l'hyperventilation pour aller plus loin. Le problème de l'hyperventilation, c'est que ça crée une accélération cardiaque, ça fait sécréter du cortisol, ça nous dilate les vaisseaux, donc ça va à l'encontre du réflexe d'immersion. Donc quand je m'hyperventile, si je fais ça volontairement très fort, bah, tout de suite, mon O2 va descendre tout de suite beaucoup plus rapidement. Donc ça ne m'intéresse pas en fait. D'un point de vue performance, ça ne va pas m'intéresser de rentrer dans ce processus-là. Qui est-ce qui a déjà fait de l'apnée en faisant de l'hyperventilation? Levez la main. C'est tout? Ah, ça me fait plaisir que ça soit complet. Vous êtes que 2 à avoir fait de l'hyperventilation? Eh bien, vous savez pas ce que ça fait? 3? Ah, c'est différent ça encore. Okay. Eh bien, soyons fous. Je vous propose de faire maintenant de l'hyperventilation. Bon, juste avant, j'ai dit que c'était pas bien, mais on va le faire quand même. Allez, on va voir ce qui se passe. On va faire une petite expérience. On va faire plein d'expériences. Donc, du coup, ça sera la première. Allez, pendant 30 secondes, vous allez tous vous hyperventiler. Et on va faire une petite apnée. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Ça demande un peu de volonté, hein. On y va. Ouais, franchement, allez, allez-y. Allez, encore 15 secondes d'hyperventilation, on ne gêne pas. Je vous autorise, hein. D'habitude, les moniteurs d'apnée ne vous l'autorisent pas, mais là, je vous l'autorise. Allez, on va partir dans 5 secondes pour une toute petite apnée. C'est parti. Dernière expiration, on inspire à fond. Ok, on est poumon plein. Fermez les yeux si vous voulez et observez qu'est-ce qui se passe. Quels sont vos ressentis maintenant? Dans les extrémités, dans vos poignets, dans la tête, est-ce que ça tourne? Vous allez me dire ce que vous allez ressentir. Allez, on va s'arrêter pour l'apnée. Je veux juste savoir quelles étaient vos sensations. Tu veux me dire ce que tu as ressenti? Ben, moi j'avais le cœur qui battait beaucoup plus vite. Après je sais pas si Ok, bah tu as ventilé fort avant, donc tu as augmenté ton rythme cardiaque et c'est pas trop ce que l'on veut en apnée. Dis-moi ce que tu as ressenti. La tête qui tourne un peu, et puis des picotements dans les... Mais je pratique déjà en fait en Wim Hof. La tête qui tourne un peu et des picotements. Alors souvent on pense qu'on a la tête qui tourne parce que je me suis trop oxygéné. Donc c'est parfaitement faux. Si j'ai la tête qui tourne, c'est pas parce que je me suis trop oxygéné, puisqu'on l'a vu, on peut pas trop s'oxygéner. Et puis même si je respirais de l'oxygène pur, ça fait pas trop tourner la tête. Ce qui fait tourner la tête, c'est que je me suis mis hypocapnique, donc j'ai diminué mon CO2, ça a rendu mon sang alcalin, et mes récepteurs, lorsque le sang est alcalin, ils sont perturbés. D'accord? Et ça peut créer ces vertiges, cette sensation de tournis. D'autres sensations que vous avez vues en faisant l'hyperventilation? Ça va? Ok. En fait, je vous fais faire ça parce que je peux me mettre hypocapnique sans m'hyperventiler aussi. Si je prends 5 minutes, que je souffle bien à fond, je vais me retrouver dans une situation hypocapnique, je vais partir en apnée. Et si je connais mes symptômes de l'hypocapnie, quand j'ai fait de l'hyperventilation, bah là, il faut que je sois alerte. Hein. Si je me sens, dès le début de l'apnée, tout coton, ça picote dans les doigts, ça serre au niveau des poignets, ça plane un petit peu, attention. Si je commence une apnée comme ça, j'ai pas intérêt à la forcer parce que en tout cas, il faut avoir pris conscience que je suis parti dans une situation hypocapnique. Voilà. Donc je vous ai juste fait cet exercice-là pour connaître cette sensation-là et que si un jour vous partez en apnée avec cette sensation-là, vous vous dites « Ah, attention ». Voilà l'objectif. Du coup, dans nos entraînements, on essaye de répartir les apnées entre celles qui sont hypercapniques et hypoxiques. Donc vous l'avez compris ce qu'on a présenté tout à l'heure. Pour faire simple, plus je vais avoir des intervalles surface entre mes apnées qui vont être courts, plus je vais rentrer dans des apnées de type
hypercapniques. Et si je prends des temps de récupération qui sont longs, je vais rentrer dans des apnées de type hypoxique. Donc, lorsque je fais de l'apnée avec des exercices hypoxiques, au niveau de la sécurité, on va renforcer bien sûr la sécurité pour éviter une syncope ou une perte de contrôle moteur. Alors, on va voir l'approche neuroscientifique. Alors, une définition, la respiration est une fonction essentielle régulée par des circuits neuronaux dans le tronc cérébral qui interagissent avec d'autres parties du cerveau pour s'adapter aux besoins du corps. Elle est également un régulateur clé du système nerveux autonome jouant un rôle dans la modulation des états émotionnels et de la concentration. Donc si je veux contrôler mes émotions et si je veux être plus concentré, il va falloir que je m'intéresse à ça. Alors pour faire simple, on a le système nerveux autonome qui s'équilibre toute la journée. D'un côté, ça balance parfois sur ce système-là qui envoie à gauche, parfois ça bascule sur ce côté-là qui est à droite. Le côté à gauche, c'est le système sympathique, c'est celui qui est plutôt tonique, qui nous donne de l'énergie et qui peut nous créer aussi du stress. Et le système parasympathique, c'est le côté un peu plus relâche, détendu, zen. Les deux systèmes sont utiles. Les deux systèmes sont utiles, c'est pas ça le problème. Et ça se balance. Ce système de gauche qui crée l'excitation, elle est liée avec les inspirations. Quand j'inspire fort, et encore plus avec le thorax, là je suis en train d'exciter, je suis en train d'activer ce système-là. Et pendant mes expirations, et si elles sont longues et si elles sont profondes, là j'arrive plus dans un état zen. D'accord ? Dans le yoga, on sait bien, on entend souvent expirer pour augmenter votre relâchement. Donc ce deux systèmes-là, ils s'équilibrent toute la journée. Et souvent, parfois, là, à tort, le système de gauche, il s'active alors qu'on est assis et qu'on n'est pas dans un danger réel. Mais on est simplement en stress à cause de nos pensées qui sont un petit peu trop fortes. Et nous, en apnée, c'est vrai qu'on va préférer quand même rentrer dans ce système-là. Un système zen qui va être plus propice pour faire nos apnées. Donc du coup, on va utiliser la respiration. Et finalement, en fonction des émotions qui nous traversent toute la journée, on va avoir un certain type de ventilation. D'accord ? Si je suis stressé, si je suis heureux, si je pleure, si je suis triste, j'ai une ventilation qui se fait d'une certaine manière. Et on peut s'amuser à faire l'inverse. Si je prends le contrôle de ma ventilation, je peux provoquer des émotions ou des états de conscience différents. Alors, il a été démontré par des expériences scientifiques que prendre le contrôle de notre ventilation 10 à 12 minutes par jour permet à l'organisme de sécréter moins de cortisol, de l'adrénaline et des substances du bonheur. Donc si on veut avoir une vie plus heureuse, ce résultat de cette expérience explique que je prends le contrôle, je l'observe d'abord, et je prends le contrôle de ma ventilation. Et comme ça, je vais pouvoir équilibrer en tout cas ces deux systèmes nerveux. Alors, on va observer notre souffle, d'accord ? C'est important de ne pas avoir de jugement. On va observer notre souffle tel qu'il est maintenant, sans le contrôler. D'accord ? Alors, je vais vous aider à observer votre souffle, parce que moi, quand j'ai commencé le yoga, on me disait toujours, observez votre ventilation. Alors j'étais là, ouais, j'ai de l'air qui rentre, ouais, j'ai de l'air qui sort, j'ai de l'air qui rentre, j'ai de l'air qui sort, je ne savais pas trop regarder. Donc là, pour le coup, je vais vous guider pour savoir qu'est-ce que l'on peut observer. Alors je vous invite, si vous voulez bien, à fermer les yeux, vous mettre droit éventuellement. Et encore une fois, pour l'instant, on laisse la ventilation se faire naturellement. Vous respirez bien, vous respirez mal, peu importe, on l'observe. Donc, quel est le rythme de ma ventilation ? On peut se concentrer sur le rythme. Est-ce que mon rythme est rapide, actuellement, ou est-ce qu'il est lent ? Je le note simplement. Quelle est l'amplitude ? Est-ce que j'ai une petite amplitude, ou est-ce qu'actuellement, j'ai une grande amplitude ? Par où je ventile ? Est-ce que j'inspire ou j'expire par le nez, ou par la bouche ?
Où sont mes mouvements? Est-ce que c'est mon ventre qui se gonfle au début de l'inspiration? Est-ce que je respire en bougeant mon thorax? Et est-ce que je fais des rétentions maintenant? Là, je suis sur ma chaise, je suis au repos. Est-ce qu'après avoir inspiré, il y a un petit temps de pause en haut? Posez-vous cette question-là. Et après l'expiration, est-ce qu'il y a un petit temps de pause en bas? Et peut-être vous pouvez sentir aussi votre rythme cardiaque, peut-être. Peut-être que ça tape un petit peu quelque part. Et quel est mon état mental maintenant? Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous êtes apaisé? Et où est-ce que vous en êtes maintenant avec la circulation de vos pensées? Est-ce qu'il y a des pensées qui s'accrochent encore sur ce qui s'est passé ce matin, ce qui s'est passé hier, sur ce que vous allez devoir faire dans 1 heure, dans 2 heures? Ou est-ce que là, ça rentre parce que vous entendez une discussion à gauche, hop, la pensée, elle part. Vous ressentez quelque chose dans votre corps, hop, et puis les pensées, elles arrivent à ressortir naturellement. Et est-ce qu'il y a des émotions qui se dégagent actuellement? Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt triste? Est-ce que vous êtes plutôt joyeux? Ok. Je vous invite à réouvrir les yeux. Ça, c'est un petit exercice qui ne prend pas beaucoup de temps. Le fait déjà de fermer les yeux, de prendre conscience de notre ventilation et de l'observer avec les points que j'ai cités précédemment. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. On va dire c'est le petit check de la journée. Voilà. Alors, c'est facile de le faire quand on est zen, quand on est calme. On a plus de mal de le faire quand on est tendu. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faudrait arriver à le faire. Mais voilà. Avant une réunion importante, avant une conférence, regardez, tout à l'heure, je respirais. Moi, je respirais mal tout à l'heure, je dois vous avouer. Je respirais avec le thorax, au lieu de respirer avec le ventre. Bon, voilà, c'est pas beau. Bon, c'est comme ça, c'est ainsi. On va voir maintenant une approche un peu plus philosophique, ou plutôt psychologique. Donc si on devrait donner une définition plus psychologique, la respiration est une interface entre le corps et l'esprit. Une pratique qui, lorsqu'elle est consciente, peut devenir un outil pour apaiser le mental, renforcer la présence et connecter un état plus aligné et centré. Donc, est-ce que j'ai envie de, lorsque je pratique mes apnées, d'avoir un mental apaisé? Est-ce que je veux être plus présent? Eh oui, c'est super important d'être présent au niveau de l'apnée. Si on a des pensées sur est-ce que je vais réussir, ça ne marche pas. Est-ce que je vais réussir mon apnée? Est-ce que lorsque je remonte, je suis en train de penser est-ce que je vais y arriver? Voilà, si je commence à avoir des pensées futures, ça c'est pas bon. Et est-ce que je suis bien connecté à moi-même et à l'environnement dans lequel je suis? Une petite citation que j'aime bien d'un maître zen. Lorsque vous inspirez, vous ramenez votre esprit à votre corps. En expirant, vous relâchez toute tension. À chaque respiration, vous transformez vos pensées et retrouvez la paix. Alors, je vous propose un petit exercice. On va faire une respiration carrée. Respiration carrée, ça va consister à j'inspire, je reste poumon plein, j'expire, je reste poumon vide. Alors, il faut que je choisisse sur combien de secondes on va faire le carré. Vous avez l'air d'être bon quand même? Ouais, ils sont bons. 5 secondes? 6 secondes? 8 secondes? Allez, on va commencer. Allez, 8 secondes. 8 secondes. Allez, c'est parti. Je vous propose, si vous voulez bien, on va fermer les yeux et cette fois-ci, du coup, on va prendre le contrôle sur ces 4 phases. Alors, on va commencer par une expiration et on va inspirer doucement. C'est parti. J'inspire maintenant. Donc, j'abaisse le diaphragme, je gonfle le ventre, puis le thorax. Et là, j'arrive poumon plein. Je maintiens pendant 8 secondes. À présent, je commence mon expiration. Doucement, j'expire. J'expire encore pendant 4 secondes. Et là, j'arrive poumon vide.
Ok, je me relâche. J'inspire à nouveau. C'est parti, doucement. Encore 4 secondes d'inspire. Et là, j'arrive pour mon plein. Essayez de ressentir, de trouver un mot qui vous parle pour chacune des phases. J'expire. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle sensation? Quel sentiment? J'arrive poumon vide. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous avez une sensation particulière? Est-ce que vous avez une idée qui vous vient? J'inspire. Qu'est-ce qui se passe à l'inspiration? Et on va relâcher. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va faire un petit tour avec le micro. On va commencer par cette première phase. Allez, on va aller vers le fond. On va faire circuler le micro, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans la phase d'inspiration? Allez, un mot, juste un mot, chacun un mot. Enfin, pas chacun, vous êtes trop nombreux. Un mot, juste un mot. Un mot, vas-y. La J'ai sens. senti monter. Comment? Monter. Monter. Ok, vas-y. Passe le viseur à qui veut. Un mot. Énergie. Ok. Un mot. Un mot. Se remplir. D'accord. Tu veux dire un mot? Plénitude. Waouh. Ok, sympa. C'est varié, hein. Un mot. Qu'est-ce qui est venu à l'inspiration? Repos. D'accord. Un petit mot? Allez, toi. Tu veux bien? Comment? Allègement. Ok, sympa. Tiens. Toi. Bloqué. Ah, tu t'es senti bloqué. Il y a quelque chose d'inspiration. Ok. Bon, déjà, ce qu'on constate, c'est que on a des choses qui sont très différentes. Et justement, nous sommes différents. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on trouve chacun notre méthode de ventilation. Parce que ce qu'on constate, c'est que c'est très différent. Donc, en fait, c'est ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que on a tous des ressentis qui sont différents. En tout cas, surtout dans cette phase-là. Donc, effectivement, c'est plutôt une phase où on va faire monter l'énergie, cela dit. On va faire monter l'énergie, mais c'est une phase où on prend quand même beaucoup de contrôle. Hein. On est en coordination plutôt, le diaphragme, les muscles. Ok. Donc ça demande un petit peu de concentration et bon, voilà, c'est pas forcément zen, je comprends tout à fait. La deuxième phase, lorsqu'on était en rétention, poumon plein. Quelle sensation ça fait? Tu veux me dire? Moi, je trouve qu'on se sent bien. Ouais. Bien mieux que pour on avait pour envie, en tout cas. Ah ok. Donc ouais, plutôt bien-être. Rempli. T'as la sensation d'être rempli aussi, comme ça. Ouais, ça tire un peu, c'est vrai. Hein. Toi, t'es tendu. Ok. Tendu. Tu veux nous dire? Ah, t'as bien senti quelque chose. J'avais respirer. Comment? J'avais oublié de respirer. Ah, d'accord. Ok. Tu veux nous dire quelque chose? Légère. Légère. D'accord. Ok. Encore une fois, vous voyez, c'est très différent. On a tous des ressentis qui sont très différents. Donc, dans cette phase de... La phase de... Expiration. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Expiration. Quand tu expirais. Un mot. Un mot qui te venait à l'esprit quand tu fais... Un soulagement. Soulagement. Ouais, c'est bien. Relâchement. Relâchement. Ouais, carrément. Ah, t'as quelque chose. Libération. Libération. Ouais, ça tirait avant, donc d'un seul coup, je me sens libéré. Tu veux dire un truc? Tu sentais quoi? Relâchement aussi. Ah, c'est un peu plus unanime là quand même. T'as quelque chose à nous dire? Au secours. Comment? Au secours. Au secours? Ah ouais, c'était trop long les 8 secondes. Ok, c'était trop long. Allez, un dernier mot. Sur l'expiration? Je sais pas? Ok. Bon, c'est un peu plus unanime quand même sur l'expiration. Hein? Globalement, on l'a vu dans les systèmes nerveux tout à l'heure, l'expiration, c'est ce qui amène effectivement le relâchement, et c'est en dire la phase la plus unanime à ce niveau-là. Donc il faut le retenir. On sait que, sachant que c'est l'expiration qui nous amène à tous du relâchement, au lieu de faire des ventilations équilibrées, je peux prendre 3 fois plus de temps, par exemple, pour expirer, si je veux, 4 ou 5 ou 6, on peut aller très très loin d'ailleurs. Hein. Mais dans ma préparation,
Bah, un temps d'inspiration, 3 temps d'expiration, ça pourrait être peut-être une solution dans vos préparations. Et cette dernière phase, hein, cette phase de poumon vide, comment vous la ressentez? Moi, j'aurais dit patience. Patience. Il faut de la patience parce que c'est long. C'est long, enfin, quand t'as plus du tout d'air, c'est un petit peu long, quoi. Ok. Toi, c'est comment? Je dis impatience de respirer. Ouais, non, parce que c'était dur. Toi, tu étais comment? Poumon vide? C'est pas? Ok. Toi, tu étais comment poumon vide? L'envie de respirer qui augmente graduellement. Ouais, ok. Attends, je vais demander à des bons apnéistes. Toi, tu étais comment poumon vide? Ben, c'était battement cardiaque, vide. Voilà. Ah ouais, ok. Ok, ok. Alors, ouais, cette phase, elle est super importante, cette phase d'entraînement au poumon vide. Alors, bah oui, c'est la fin, il y a l'envie de respirer qui arrive, on le comprend, et puis en même temps, en amont, on se prépare un petit peu avant de faire l'exercice. Je vous envoie directement dans la respiration carrée sans préparation. Donc, je conçois que ça soit un petit peu dur. Mais c'est cette phase-là dans laquelle c'est les mêmes sentiments qu'on a lorsqu'on est en apnée en profondeur. Hein, effet de Boyle-Marriott, à partir de 20 mètres, ça y est, boum, j'ai la sensation, je suis écrasé comme ça, et je suis vraiment dans cette sensation-là, et ça va durer plus que 8 secondes. D'accord ? Donc, dans nos préparations au sec, surtout pour l'apnée verticale, s'entraîner à faire des phases de ventilation avec des phases longues, poumon vide, ça va être super intéressant. Et il va falloir essayer de trouver du confort dans ces phases-là. Personnellement, c'est la phase que je préfère. Quand je suis poumon vide, mon corps est souple. Je peux faire ce que je veux avec mon corps poumon vide. Je peux me tordre dans tous les sens. Quand je suis poumon plein, je vous avoue que je me sens un petit peu coincé là. D'accord? Mais en profondeur, poumon vide, je me sens, le corps il est bien, il est souple. C'est super. Chimiquement, c'est peut-être un petit peu plus dur parce qu'on a les intercostaux qui sont serrés et puis ça nous crée des réflexes d'inspiration. Mais ça, c'est juste un réflexe que vous pouvez casser en faisant au sec régulièrement des apnées poumons vides. Vous allez casser ce réflexe inspiratoire et après, ça sera confortable. Alors, Vic est là. Faites attention. On va pas faire cette série-là. Simplement, juste en idée, là on est parti sur une respiration carrée. Vous voyez, le carré, je peux modifier, je peux choisir 2 temps. Alors le temps, c'est ce que vous voulez, hein. Le temps, c'est votre temps. Donc un temps, ça peut être 1, 2, 3 secondes. On peut faire 2 secondes d'inspi, 1 seconde de rétention poumon plein, 4 temps d'expiration et 1 seconde de poumon vide. Ça peut être une autre méthode de ventilation qui peut être intéressante. Et vous voyez que là, on va activer un peu plus le système nerveux qui va amener le relâchement dans ce type de ventilation, puisque dans cet exemple-là, l'expiration dure 2 fois plus longtemps que le temps d'inspiration. Et le choix de porter notre attention et de contrôler, on fait plus que de porter notre attention, on le contrôle. Si on part sur ce cycle-là, on va le contrôler. Ça permet d'optimiser les mouvements du diaphragme. D'accord. Le diaphragme, il est super important. Hein. Vous voyez, ce mouvement mécanique du diaphragme-là, c'est ce qui fait que ça va vasculariser tous les organes qui sont en dessous de lui. D'accord. Donc tout le système digestif, toutes les piles, toute l'activation du système immunitaire se fait grâce à cette mécanique du diaphragme. Donc elle est quand même super importante. Ça permet de visualiser l'énergie se répandre dans le corps après l'inspiration, d'amener plus de relâchement sur l'expiration, d'être attentif s'il y a des picotements dans le bout des doigts, et c'est ce qui va nous permettre de nous mettre dans notre bulle. Et l'idée, c'est de laisser s'envoler, grâce à la respiration, les pensées comme des bulles de savon. D'accord ? Il faut être le plus présent possible. Dès que j'ai une pensée qui arrive, je l'accueille et je la laisse s'envoler. Alors, 4e approche de la respiration. On va voir une partie sur une approche spirituelle. Alors la définition qui a été trouvée, c'est la respiration et le souffle de la vie. Le lien entre l'énergie universelle et le soi individuel. Chaque inspiration est une réception de l'énergie vitale, prana, et chaque expiration est une libération.
un acte de lâcher prise qui permet d'harmoniser l'être avec l'univers. C'est spirituel. Alors, c'est immense. Le domaine qui arrive là derrière, c'est immense. On va voir juste des choses très très simples et accessibles. Ce qui va changer, c'est lorsque je vais vouloir me pencher sur ma ventilation, enfin sur ma respiration, appelons-la la respiration, de façon plus spirituelle, c'est-à-dire que au lieu de regarder ma respiration en prenant le contrôle d'une façon mécanique, j'espère qu'au bout d'un moment c'est acquis le contrôle du diaphragme, donc à l'inspiration le diaphragme je le contracte en le descendant, ensuite je gonfle le thorax, donc ça je l'oublie, normalement c'est maîtrisé quand j'arrive à ce niveau-là, mais je vois plus cet aspect extérieur, mais je vois cet aspect intérieur. Alors, on peut passer par le troisième œil en général, en fermant les yeux, je bouge un petit peu, je regarde entre les deux sourcils, et déjà j'arrive à explorer un petit peu plus mon monde intérieur. Et ce que je vais visualiser, c'est plutôt de l'énergie qui circule dans mon corps. Alors il y a plein de façons de visualiser cette énergie-là. Ça peut être une colonne lumineuse qui monte à chaque fois que j'inspire. Cette colonne lumineuse, elle monte, et lorsque toute l'énergie arrive dans ma tête, je répands cette énergie dans tout le corps. On peut le tester finalement, vous pouvez le tester si vous voulez. Imaginez cette colonne, cette lumière, cette énergie lumineuse là qui circule le long de votre colonne vertébrale. Et quand j'inspire, cette énergie elle monte. Cette énergie elle se stocke dans la tête, et à l'expiration, dans tout mon corps, je viens diffuser cette énergie. Je peux la visualiser au niveau des chakras principaux. Le chakra racine, il me paraît important pour l'apnée, parce que c'est l'ancrage, c'est la fondation, c'est la sécurité, c'est ce qui va me permettre de ne pas avoir peur. Et c'est normal d'avoir un sentiment de peur lorsqu'on est sous l'eau, puisque c'est un milieu hostile. Donc ça peut être intéressant d'examiner comment je me sens au niveau de mon chakra racine, et après d'essayer par la respiration d'envoyer de l'énergie dedans. Et d'envoyer également de l'énergie, par exemple, je peux sentir aujourd'hui au niveau de ce chakra-là, ce qu'on appelle le troisième œil, j'ai les yeux grands ouverts aujourd'hui, j'arrive pas à regarder à l'intérieur, mais au contraire je vais fermer les yeux et je vais essayer de respirer et de penser du coup à cette énergie qui pourrait rentrer ici. Voilà. Si vous voulez vous documenter un peu plus là-dessus, la discipline qui vient du yoga, qui parle de respiration de façon spirituelle, c'est le pranayama. D'accord ? Donc il y a énormément de choses sur le pranayama, on peut y passer toute une vie. Si vous voulez vous documenter un petit peu dessus, recherchez un petit peu pranayama, regardez des livres sur le pranayama, ça sera sans doute très intéressant. En résumé, portez notre attention sur la ventilation. Ça permet la réduction du stress et de l'anxiété. Donc la respiration consciente aide à activer le système nerveux parasympathique qui favorise la relaxation et diminue la réponse au stress. Porter notre attention sur sa ventilation, ça permet d'améliorer la concentration et la clarté mentale. En se concentrant du coup sur la respiration, on peut mieux focaliser son esprit et réduire les distractions mentales, ce qui améliore la concentration et la visualisation de son apnée. Si je porte mon attention sur ma ventilation, ça permet une meilleure gestion de mes émotions. La respiration consciente permet de réguler les émotions en fournissant un moyen de calmer l'esprit et une réponse de manière plus réfléchie plutôt que de manière réactive. Les apnées sont vécues avec une attitude plus positive. Réduction de la pression artérielle, la respiration profonde et lente peut aider à abaisser la pression artérielle et donc favoriser ce qu'on a tant besoin d'apnée, le réflexe d'immersion. D'accord ? C'est super important ça, d'activer notre réflexe d'immersion. Et bien avec la ventilation, on peut le faire. Renforcement du système immunitaire, une respiration régulière et profonde peut améliorer l'oxygénation du corps et aider à renforcer le système immunitaire. Cela ne représente pas du coup un avantage immédiat, mais on peut dire que se préparer à l'apnée peut nous permettre d'être en meilleure santé. Voilà. Donc vous avez compris. J'ai envie de faire de la respiration parce que
la discipline qui m'intéresse, c'est l'apnée. Et c'est pas les moments où je retiens le souffle qui me fait que je vais être en meilleure santé. C'est tout le travail que je vais faire en amont, en préparation, qui va faire que ça me sert pour mes apnées, mais ça va se faire aussi pour avoir une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Alors, plus concrètement, en fait, c'est très facile de faire des exercices de respiration quand on est assis sur une chaise. Cependant, lorsqu'on est en mer, on s'aperçoit que c'est plus la même chose. La ventilation qu'on arrive à faire, super calme. Je suis en mer, je suis dans la combinaison, ça bouge, un peu froid. Oh, c'est bordel, allez, c'est à toi de partir. Oh, ça devient quand même beaucoup plus dur. Mais si vous prenez conscience que respirer, par exemple, très très lentement, à sec, c'est possible, ça peut être très intéressant d'essayer de le reproduire en mer. Essayer de comprendre, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi j'arrive pas à le faire en mer? Il faut y arriver. Je comprends. Même si je suis régulièrement en mer, je sens l'immense différence qu'il y a entre mes exercices de respiration que je fais à sec, où on va respirer une fois par minute ou une fois toutes les 2 minutes, et puis on est calme, on est zen, et puis ça se passe bien, et puis en mer, je suis obligé de respirer plus fort parce que j'y arrive pas. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, le pourquoi, déjà, souvent, c'est parce qu'on bouge trop. Là, on veut faire une apnée verticale, il y a tous les copains qui est là, il y a un petit peu d'agitation, à un moment, il faut se mettre dans un coin, il faut s'accrocher, et il faut surtout ne plus bouger. En général, on se met plutôt à l'horizontale, parce que lorsqu'on est en vertical dans l'eau, on a souvent les jambes, on a l'impression qu'on ne bouge pas parce qu'on se déplace pas, mais en fait, on fait un palmage de sustentation. Bonjour à tous. Donc il faut vraiment se mettre dans une position plutôt allongée et vraiment faire l'effort de ne plus bouger. Ça, c'est le premier prérequis avant de commencer une respiration lorsqu'on est en surface. Et puis après, il faut piocher dans tout ce qu'on a vu. Il faut avoir une respiration plutôt de type diaphragmatique, 3 minutes avant de partir. Je vais reprendre le contrôle de ma ventilation. Je vais essayer de mobiliser au maximum mon diaphragme, modérément, on va dire, mon thorax. Je peux, par exemple, allonger mes expirations pour amener un peu plus de détente. Et je peux porter mon attention vraiment sur ma ventilation. D'accord ? Et pas sur la réussite ou pas de l'apnée, ça c'est le futur. Ça ne nous intéresse pas, ça va nous créer du stress. Donc on se concentre à ce qui se passe maintenant. Après, ce qui est important aussi, d'un point de vue simplement plus mécanique, souvent on inspire trop vite. D'accord ? Je vois souvent les apnéistes avant de partir, attention, parce qu'il faut remplir les poumons, parce que si j'ai une plus grosse capacité pulmonaire, je vais aller plus loin. Alors, et là ça tire, et voilà. Et là j'ai l'impression d'être rempli. Donc là en fait c'était une très mauvaise inspiration que j'ai fait. J'étais pas rempli, j'ai tiré très très fort et j'avais la sensation d'être plein. Mais en fait j'ai tiré que en haut et j'ai pas abaissé mon diaphragme. D'accord ? Donc une dernière inspiration, ça prend environ 8 secondes pour bien la faire. Donc ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en 2 temps, d'abord je vais inspirer en abaissant le diaphragme, donc ma cage thoracique ne bouge pas. Donc là, j'ai déjà mis pas mal d'air et ma cage thoracique, elle n'a pas bougé. Et c'est important de faire un petit trou parce que si j'ouvre grand la bouche, alors normalement, pour faire la respiration avec le diaphragme, on utilise le nez. Vous avez compris, en apnée avec le masque, on ne peut pas utiliser le nez. Pour faire un petit orifice, je vais faire une petite bouche. Avec une petite bouche, c'est facile de mobiliser le diaphragme. Bouche grande ouverte, c'est le thorax qui va partir. Donc faites une petite bouche. J'ai inspiré pendant environ 6 secondes en baissant que mon diaphragme. Et vers le bas et qui est verrouillé, seulement là je vais engager la respiration thoracique. Donc la moitié en bas et l'autre moitié après. En plus en haut. D'accord ? Voilà. Et bien voilà. Il faut qu'on avance. Non, c'est fini. Mais il faut que je puisse répondre à vos questions. Voilà. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre sur peut-être les 4 aspects ou quelque chose de plus pratique. Dis-moi. Tiens, regarde, t'as le micro. Oui, sur la respiration carrée, Oui. avant une séance d'apnée en piscine, par exemple, pendant combien de temps? Une vingtaine de cycles, c'est bien?
Alors, on peut la faire pas forcément juste avant la séance, mais effectivement, ça va te ramener déjà plus dans le moment présent. Une respiration carrée. Alors, on fait d'autres petits exercices en général avant d'engager la respiration carrée. 10 minutes, c'est bien. 10 minutes, franchement, c'est déjà bien. 10 minutes de respiration carrée, c'est très bien. On peut augmenter le carré. On peut commencer sur un Oui, carré de 5 secondes. Comme je disais, 20 cycles. Oui, oui. Alors, 20 x 4 pas. 20 ouais, cycles. ou ça peut être. On peut imaginer que tous les 5 cycles, donc tous les 5 rotations, j'augmente de 4 secondes. Voilà. Et puis on fait augmenter. Voilà. Et puis c'est dur au début, et puis c'est marrant parce que plus tard, en augmentant les temps, et ben ça devient plus facile. Voilà. C'est l'adaptation de l'organisme qui se met en place. D'autres questions? Ah, attention, ça arrive avec le micro. Merci pour la présentation, c'est vraiment super intéressant. Merci. J'avais une question sur la carpe. Quel est, à votre avis, sur le fait de carper avant une apnée? Alors, moi j'aime bien ce qu'a dit Umberto Pellizzari là-dessus. Les mammifères marins, qui sont meilleurs que nous en apnée, ne carpent pas. Voilà. Cependant, est-ce que la carpe est efficace? Oui, indéniablement, mécaniquement, tu remplis un peu plus. Donc la carpe, c'est consiste avec des mouvements de la langue pour, après avoir inspiré, faire rentrer encore de l'air sous pression dans les poumons pour stocker davantage d'air dans les poumons. C'est pas sans risque. C'est pas sans risque. Donc je pense que c'est réservé quand même à une élite, plutôt la carpe. Donc vraiment pas faire n'importe qui. Pour être honnête, est-ce que c'est plus performant? Alors au début, ça crée un inconfort quand même. Ça crée un gros inconfort, mais avec l'entraînement, ceux qui carpent, à force d'avoir travaillé cet inconfort-là, qu'ils ont passé le cap, ils ont l'avantage mécanique de partir avec un réservoir qui est plus grand. Donc effectivement, en termes de performance, avec un petit peu d'entraînement, c'est forcément intéressant. Et encore une fois, on risque des emphysèmes au niveau du médiastin, donc c'est quelque chose qui est dangereux. Donc il y a des accidents qui existent alors qu'on fait une activité quand même bien-être. Donc à ne pas faire n'importe comment. Voilà. Moi, je ne recommande pas. Voilà, clairement. Une autre question peut-être. Vas-y. Vas-y, pardon. Merci et un grand merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que la cohérence cardiaque nécessite forcément le même temps d'inspiration que d'expiration? C'est sa définition. Et donc, si on veut mélanger apnée et cohérence cardiaque? Alors, oui, la cohérence cardiaque, ça pour but d'équilibrer. Du coup. Donc, je vais avoir un temps d'inspiration avec un temps d'expiration qui va être identique. Donc, c'est intéressant pour équilibrer justement le système nerveux. J'ai besoin d'être zen, mais d'avoir aussi un petit peu d'énergie à certains moments. Donc, c'est très intéressant, je trouve, à n'importe quel moment de la journée, de pratiquer ça. Moi, je trouve que dans la préparation, juste en amont pour l'apnée, à moins de vouloir aller dans de l'eau froide, qui est un peu particulier, je trouve pas ça très intéressant. C'est personnel, pardon, comme on a dit. C'est personnel. Moi, je vais préférer plutôt amener dans le relâchement, parce que la cohérence cardiaque, ça amène, oui, parce que je prends le contrôle, donc ça amène du relâchement, mais par rapport à ces vitesses de cycle, ces répartitions de cycle, je ne trouve pas très intéressant pour le relâchement. Il y a des choses qui sont plus efficaces, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des temps d'expiration qui sont 2 à 3 fois plus importants que les temps d'inspiration. Si on veut amener du relâchement rapidement et simplement, je opte plutôt pour ces respirations que je vous ai proposées tout à l'heure avec des temps allongés sur les temps d'expiration. Bonjour, oui, je voulais savoir combien de temps on a besoin pour rétablir l'homéostasie au point de vue sanguin, et aussi quand on a fait une séance en hypercapnie, pendant combien de temps on est chargé entre guillemets en CO2 et combien de temps, même chose pour récupérer l'oxygène, combien de temps on a besoin de récupérer? Alors l'oxygène elle est très rapide, si on prend une SAT en 30 secondes on voit qu'on est déjà réoxygéné. Donc déjà on est réoxygéné dans les poumons immédiatement après la première inspiration, et dans le sang en 30 secondes on est déjà très très haut, on est déjà revenu très très haut au niveau de l'oxygène. Il y a donc Natalia Mochanova, juste avant sa disparition, elle avait fait des expériences sur Alexei lorsqu'il faisait des grosses apnées. Alors, quand c'était grosses apnées, c'était Alexei, donc ça, des apnées de 200 mètres en dynamique rapide. Il était chargé comme une bourrique
avec de l'acidité dans le sang comme pas permis. Elle avait mesuré qu'il lui fallait 25 minutes pour retrouver un taux normal de CO2. C'est ce qu'elle avait mesuré, 25 minutes sur une apnée très très engagée précédemment. Moi j'ai une question sur la reprise d'une deuxième apnée, l'exécution d'une deuxième apnée. Vous avez expliqué qu'il valait mieux être en situation légèrement hypercapnique pour réussir sa deuxième apnée. J'avais la notion que plus vous partez de haut avec votre capnie, plus vous allez atteindre le seuil de reprise ventilatoire plus rapidement. Donc j'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit. Je l'ai peut-être mal exprimé. Non, c'est ce que tu dis, effectivement. Si tu prends peu de temps, effectivement, on le sait, ton deuxième apnée sera moins bonne, tu seras en hypercapnie, donc par définition, ton apnée sera plus courte. Mais tu entraînes ton système, l'apnée sera plus courte. Mais ça sera une apnée sécuritaire. Voilà, tu seras plus en sécurité. Ça ne sera pas plus performant, ça sera plus en sécurité. La question, finalement, vous préconisez quoi si on veut faire une apnée correcte de 25 mètres ou plus, en piscine par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire juste avant? Parce que le travail préparatoire, j'ai bien compris, respiration carrée, etc. Mais qu'est-ce que vous dites à un apnéiste, un novice, pour qu'il soit confort pendant son apnée? Qu'est-ce qu'il faut faire juste avant l'immersion? Alors, on ne va pas parler des conseils techniques de palmage et de propulsion et de glisse, mais le conseil, c'est que tous ces exercices que l'on fait pour être dans un bien-être mental, si tu pars dans un bien-être mental et physique, grâce aux exercices de respiration que tu as fait, après ça passe tout seul. Après, tu fais le taf. Après, quand on a l'apnée, tu as juste à te concentrer sur la partie technique. Il faut que, si techniquement j'ai pris la bonne combinaison, j'ai mis le bon lest, je suis équilibré, j'ai la bonne assiette et j'ai plus qu'à palmer, je vais mettre mes bras là, et après tu fais le boulot. Mais si j'ai ventilé, que je suis en pleine possession de mes moyens et que j'ai de la volonté, parce qu'à la fin il y aura une difficulté, c'est la motivation. D'accord? Tout ce que je dis c'est beau, mais à la fin si on n'est pas motivé, c'est dur, je sors. Faut un petit peu s'énergiser pour avoir une motivation. Donc chacun trouve sa motivation comme il veut, parfois peut-être dans l'orgueil, je sais pas. Mais, ou alors parce que j'ai bien ventilé, je me sens en pleine possession de mes moyens parce que j'ai fait un exercice de ventilation. Donc j'ai de la volonté, et puis quand ça sera dur, c'est pas grave, c'est dur, j'y vais encore. Ça peut servir à ça. Mais il y a l'aspect à la fois mental, donc est-ce qu'il a, débutant ou pas débutant, mais on va faire des exercices de ventilation pour être relâché, pour avoir un mental positif, et puis après c'est la partie technique. Moi, ce qui me bloque un petit peu quand on augmente la durée d'apnée, c'est les contractions du diaphragme. Et est-ce qu'avec une préparation, on arrive à repousser ça ou c'est... Effectivement, on a plusieurs stimuli qui arrivent pour nous dire qu'il faut sortir et arrêter notre apnée. On a parlé du CO2 qui était le principal stimuli, mais on a aussi l'acide lactique, et comme tu le dis, on est à ça sera la dernière question, on a aussi les spasmes, les contractions du diaphragme. Voilà, donc ça c'est un stimuli important qui va faire qu'on va arrêter notre apnée. Les exercices d'apnée poumon vide et les exercices d'étirement du diaphragme, ce qu'on appelle la fausse inspiration, je trouve ça super. Typiquement pour le statique, vous travaillez ce qu'on appelle la fausse inspiration, c'est-à-dire que mon diaphragme, je vais faire l'exercice, je ne peux pas vous l'expliquer et vous le montrer en même temps, mais en gros, voilà. Donc c'est-à-dire que par une dépression, je fais remonter mon diaphragme très très haut, donc ce muscle qui fonctionne toute notre vie, toute la journée, pour le coup, enfin je l'étire. Et c'est ce muscle-là qui va se prendre des impulsions électriques et me créer des spasmes. Donc faites des étirements du diaphragme avant. Pour l'apnée verticale, c'est intéressant pour le relâchement du diaphragme. Et pour l'apnée statique, c'est intéressant de l'étirer, ce diaphragme, pour que les spasmes soient moins douloureux. Les premiers spasmes, ça va. Et puis après 1 ou 2 minutes de spasme, effectivement, ça commence à être un peu plus douloureux. Voilà. C'est l'heure, je suis désolé, on va arrêter pour les questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci à vous. Et je reste encore disponible sur le salon. Voilà, si vous voulez d'autres informations,
J'ai mis beaucoup d'informations sur le site espace-apnée.fr. C'est le site que je tiens, c'est le site de l'école d'apnée. Et voilà, ici on est à Gien, ça c'est mon bureau. Au bout de la presqu'île de Gien, donc si vous êtes intéressé pour faire des stages d'apnée en mer, vous pouvez aussi venir me voir ou aller sur le site espace-apnée.fr pour trouver la liste des stages et trouver le stage qui vous convient. Merci à vous encore, merci et bon salon de la plongée.